Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Partout au Maroc, la vaccination des 12-17 se poursuit dans d'excellentes conditions à l'approche de la rentrée scolaire. La vaccination de cette catégorie d'âge atteint sa vitesse de croisière. Nous suivrons un reportage dans un collège de la capitale. Madiha Soubani de Fès à Londres, où le formidable destin d'une artiste curatrice qui brille de mille feux, là où l'inspiration la guide. La jeune artiste jongle avec aisance entre la photographie, le recyclage et les mises en scène au coin de la rue. Le jardin animal de Marrakech, un bel espace naturel et un grand enchantement pour les yeux. Un jardin où la beauté de la nature rivalise avec la créativité de l'art. Une mise en scène botanique bien singulière à découvrir en fin de journal. Bonsoir. Le scrutin du 8 septembre dernier, au cours duquel les Marocains ont élu en une seule journée leurs représentants à la Chambre des représentants dans les régions et les communes, et en toutes lettres un cas d'école en matière de pratique démocratique, de par les acquis et les enseignements qui en découlent. Ce triple scrutin qui s'est déroulé dans un climat empreint de sérénité et de transparence a été couronné par un franc succès, un succès partout fortement salué. Parmi les signes révélateurs d'ailleurs de ce grand succès, le taux de participation à l'échelle nationale qui est de 50,35%, avec, rappelons-le, un net engouement du Sahara marocain pour élire leurs représentants, le tout avec des taux plutôt records de participation, 66,94% à l'Ayoun et 58,30% à Dakhla. L'Union européenne avait mis en avant, pour rappel, cette participation accrue des citoyens des provinces du Sud à ces élections. L'Union européenne qui a dit avoir suivi la tenue des élections nationales, régionales et locales au Maroc avec beaucoup d'attention, en s'engageant avec le nouveau gouvernement, les autorités et le Parlement marocain afin de continuer à renforcer le partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée dans tous les domaines d'intérêt. Et justement, le triple scrutin du 8 septembre dernier a abouti à une nouvelle configuration de la carte politique au Maroc. Cette nouvelle carte se reflète clairement dans les coalitions formées au niveau communal et des régions également, entre les partis du RNI, de l'Istiqlal et du PAM. Et nous vous proposons ce soir un décryptage, un nouvel éclairage de cette nouvelle configuration politique dont les contours se dessinent. Et pour ce décryptage, nous avons avec nous en direct depuis Bruxelles Hugues Bayet. Bonsoir monsieur, vous êtes député du Parlement belge, vous êtes socialiste. Tout d'abord, quelle première lecture feriez-vous des résultats du triple scrutin du 8 de ce mois-ci? Bonsoir. D'abord, pas de leçon, parce que je pense que la démocratie n'existe nulle part, dans aucun pays. Elle se construit au quotidien. Mais quand elle s'exprime, c'est toujours un signal extrêmement positif, surtout en ces temps troublés, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Et le Maroc a toujours été un exemple pour les autres pays africains en la matière. Je me réjouis donc évidemment que les dernières élections aient conforté ce fait en organisant ce triple scrutin dans de bonnes conditions. Et mon collègue Christophe Lacroix était d'ailleurs dépêché par le Conseil de l'Europe pour superviser ces élections qui sont passées à merveille, avec, vous l'avez dit, une participation importante, 51%. C'est extrêmement encourageant. Le pays voisin de la Belgique, la France, aux dernières régionales, la participation n'était que de 35%. Et donc, en cette période de Covid, je pense que le Maroc peut être très fier. Et je voudrais aussi ajouter que je suis très heureux de voir qu'il semble que pour la première fois, 3 femmes seront élues maires à Casablanca, Rabat et Marrakech. 3 villes d'importance. S'il fallait évidemment tirer un enseignement de ces élections, ce serait évidemment celui-ci. Quel magnifique signal envoyé à toutes les femmes du monde. Monsieur Bayet, nous le disions au début de journal, l'Union européenne a fortement salué, entre autres, le processus démocratique au Maroc. Comment cette réaction à chaud de Bruxelles devrait-elle en fait se refléter dans les relations maroco-européennes, à votre avis, de manière plus concrète ? Je pense qu'on doit aller vers toujours plus et toujours mieux. Sous l'ancienne législature, j'étais député européen, j'ai beaucoup travaillé avec le Maroc et l'Europe a toujours considéré le Maroc comme étant la tête de pont du continent africain. Mais cela évidemment est possible que si les standards démocratiques sont respectés et la démocratie, elle s'exprime de la meilleure des manières par les élections.
Et donc ici, vous avez élu vos nouveaux représentants avec beaucoup de changements, beaucoup de femmes qui viennent d'arriver au pouvoir. Et nous avons évidemment hâte de pouvoir travailler avec le nouveau gouvernement marocain et l'ensemble des élus pour poursuivre et intensifier les relations entre l'Europe et le Maroc, car il reste encore beaucoup de beaux projets à mener. Même si, évidemment, à titre personnel, j'aurais préféré que notre parti frère du Parti du Progrès et du Socialisme fasse un meilleur score. On parle de consolidation de ce partenariat justement euro-maroco-européen dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Quels sont, à votre avis, les domaines prioritaires, la priorité des priorités dans le cadre de ce partenariat stratégique? Je pense que nous devons continuer à travailler sur la démocratie. Comme je l'ai dit, ça n'existe pas par nature. Il faut tous les jours remettre l'outil sur le métier. Je pense qu'on doit travailler sur l'amélioration de nos relations économiques, que ce soit par rapport à la pêche, que ce soit par rapport à toute une série d'échanges commerciaux. Nous devons travailler aussi sur la sécurisation de nos frontières communes. Nous devons travailler sur la mobilité, sur l'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec le Maroc et l'Europe. Très bien. Ce scrutin du 8 septembre a connu aussi une importante participation dépassant les 50% avec des records, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, et vous-même, vous l'avez souligné au niveau des villes, au niveau de toutes les villes des provinces du Sud, le Sahara marocain, avec des taux de participation records à l'Ayoun, Saqiya al-Hamra et puis à Dakhla Oued Dahab. Quelle lecture vous en faites? Pour moi, c'est clair, c'est un des enseignements de ces élections. On sait que la participation a été très forte dans le Sahara marocain, jusqu'à 66% à l'Aïoun, et c'est évidemment un signal important. Et je voudrais préciser qu'il est toujours très dangereux dans l'histoire du monde d'aller contre la volonté du peuple. Là, manifestement, les Marocains du Sud se sont fortement mobilisés. Je pense qu'il faut les écouter et continuer à travailler avec eux. Dans un climat de sérénité et de transparence absolue. Merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur Hugues Bayet. Je rappelle que vous êtes député socialiste au Parlement belge. Merci de cet éclairage. Après une visite d'affaires d'une semaine dans les provinces du Sud, la mission économique polonaise a présenté les résultats de sa mission de prospection organisée par l'ambassade du Maroc à Varsovie. Cela devrait signer le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Cette forte délégation plutôt d'hommes d'affaires polonais se dit d'ailleurs persuadée de la dynamique des investissements directs dans la région du sud du royaume, des chefs d'entreprise complètement séduits par un climat d'affaires propice et une panoplie d'atouts qu'offre la région aux capitaux étrangers notamment. La délégation pilotée par l'ambassadeur du Maroc en Pologne dresse un bilan positif qui dépasse largement les attentes. Les provinces du Sud sont un hub stratégique d'investissement. C'est aussi un portail vers l'Afrique pour le marché polonais et européen, se réjouit la délégation d'affaires polonaise au terme donc de son périple marocain. Covid-19, la forte affluence des 12-17 se maintient dans les établissements scolaires. Des élèves animés par la volonté de regagner les bancs de l'école dans des conditions normales et des élèves qui se ruent en fait vers les centres de vaccination. Notre équipe s'est rendue dans un collège de la capitale. Ambiance tout de suite dans ce reportage de Wissal Mghri, Hamza Sayeh et Marie Belmissi. Sadiq, 14 ans, reçoit son injection. Comme tous les moins de 18 ans, ils sont venus en famille ou accompagnés de leurs tuteurs. Des adolescents vaccinés et heureux de bientôt retrouver leurs camarades sans danger. Je viens de recevoir mon injection, ça s'est bien passé. Avoir l'accès au vaccin nourrit mon espoir en l'immunité collective. C'est le seul moyen de venir à bout de cette pandémie. J'accompagne ma fille. C'est rassurant pour les parents de vacciner leurs enfants avant la reprise des classes. Nous espérons bientôt un retour à la vie normale. Suivre une scolarité normale, en présentiel, c'est la principale motivation de ces jeunes et parents. Pour le staff de l'établissement, c'est aussi le moyen d'aborder la rentrée plus sereinement. Notre vaccinodrome est tous les jours pris d'assaut, de quoi envisager la rentrée avec optimisme. Notre priorité, c'est d'assurer une reprise sûre à tous nos élèves.
Plus d'1 million d'élèves âgés de 12 à 17 ans a reçu la première dose du vaccin. Quelques 700 vaccinodromes scolaires seront aménagés au lieu des 419 existants, de quoi assurer une reprise scolaire à la date fixée et en toute confiance. Covid-19, la situation épidémiologique tend vers l'amélioration. Durant ces dernières 24 heures, 1555 nouveaux cas d'infection et 34 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer. Les cas actifs s'élèvent à 23 616, alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 14 444 et 46 personnes sont placées sous intubation. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre des primo-vaccinés dépasse désormais les 21 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à environ 17 millions et demi. On ouvre à présent le dossier Monde de ce journal. Le gouvernement français ouvre la voie à un possible allègement, voire à l'abandon complet du pass sanitaire, mais à condition que les indicateurs sanitaires s'améliorent. Le gouvernement évoque aussi la possibilité peut-être d'opter désormais pour un pass sanitaire différencié selon les territoires. Selon le ministre de la Santé, il y a aujourd'hui des raisons d'espérer que le pire était passé sur le front de l'épidémie, en se félicitant par la même occasion du taux de vaccination en France, où plus de 70% de la population est primo-vaccinée. Le torchon brûle entre la France, les États-Unis et l'Australie après l'annonce de l'annulation d'un contrat d'achat de sous-marins français en faveur de navires américains. Le Premier ministre australien a répliqué aujourd'hui aux accusations de duplicité formulées par Paris, en les rejetant et en les dénonçant, et en disant surtout privilégier les intérêts stratégiques de l'Australie, alors que le président américain aura l'occasion de s'expliquer dans les prochains jours avec son homologue français lors d'un échange téléphonique. Retour à l'actualité nationale, une secousse tellurique de magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle de Richter, enregistrée aujourd'hui au large de la province de Driwesh. Selon l'Institut national de géophysique, la secousse est survenue à une profondeur de 24 km. Elle s'appelle Madiha Sobhani et c'est une artiste curatrice qui ne jure que par la beauté des identités mouvantes. Son monde nous rappelle celui du ready-made de Marcel Duchamp, l'originalité d'Andy Warhol et les clichés anticonventionnels du photographe français J.R. et même quelques pièces de théâtre où le public fait en fait partie de l'œuvre même. Bref, c'est une artiste qui se raconte et qui raconte les autres. C'est un portrait que notre équipe a réalisé avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sensibilité. Hamza Sayeh, Iman Slaoui, Asma Tazi et Oumaima Ramli. La scène est surréaliste, intrigante. Mais que fait-elle? Intrigué ou compatissant, personne n'est indifférent. Et tant mieux, là où le vent l'amène, l'artiste marque les esprits. في الاعمال ديالي غالبا غادي تشوف بانه كنستعمل دي سيتوياسيون كنخلقهم وكنستعمل لو كور ديالي فيهم هذا بحكم. Dans mes mises en scène, je crée des situations dans lesquelles j'interviens. Je suis passionnée de théâtre. À mon sens, l'art se vit. Et c'est justement ce qui me pousse à être au premier plan dans mes propres œuvres. C'est ma manière de les garder en vie le plus longtemps possible. العمل ديالي نقدر نوثقو يبقى على المدى الطويل حاضر. لا en plus 3 وهذوك لي فوتو كيكونوا دي سيري كيكون عندهم مواضيع كل هذا. La photo immortalise et fixe à jamais des moments privilégiés. La stage photographie me permet de faire d'une pierre deux coups. Je crée mes œuvres et je les mets en scène. في الباك ستيج ديالها. Artiste éclectique, Madiha Sobhani est sur tous les fronts. Elle crée des objets, en transforme d'autres et vit sa passion corps et âme. Elles sont aussi et surtout le cœur d'un public finalement tout proche. Pour elle, il n'y a que l'humain et son passif qui vaillent.
هي صورة الواحد القصة عشتها أو الواحد الفترة. Chacune de mes œuvres raconte un passage de ma vie, une situation. Cette photo résume beaucoup de choses à la fois. Elle pointe la pesanteur de la société. Je viens d'une famille conservatrice, très à cheval sur les traditions et la voie à suivre. واحد المجتمع. Sortir du moule et préserver les repères. À Fès, Madiha Sbani voit le jour depuis et est bercé par la symphonie des artisans de Fès el-Belli. مدينة فاس هو المكان اللي مثلا كننتج فيه الأعمال الفنية غالبا. Je puise toute mon inspiration de ma ville natale. Et c'est dans ces ateliers que je crée toutes mes œuvres, mes sculptures. Mes créations sont un pur mélange entre tradition et modernité. Because at some point you think I have to stop, but then you look back and you realize that you have been through all this to give up in the end. No, you have to stand up and continue. Un beau portrait d'une artiste audacieuse. De l'audace et du courage, la sélection marocaine du futsal n'en manque pas. Elle a joué un très bon match après avoir cet après-midi en fait face à la sélection portugaise qui est la championne mondiale. Le score final 3-2. Le match compté pour la 3e journée de la Coupe du Monde de futsal qui se déroule du 12 au 3 octobre en Lituanie, qui se poursuit donc. Bon courage à nos champions pour la suite de cette belle aventure sportive. Cap sur Marrakech, nous vous proposons à présent une escapade dans le jardin Anima, créé par l'artiste autrichien André Heller. Cet espace vert célèbre l'art et les artistes de tous bords, de quoi joindre l'utile à l'agréable. Les visiteurs sont complètement séduits. Hassan Bskour, Soumia Belayashi et Zakaria Mouqin Billah. À déambuler dans les allées du jardin Anima, on se rend compte à quel point son fondateur, André Heller, aimait conjuguer la beauté de la nature à la créativité de l'art. Cette mise en scène botanique s'étend sur plus de 2 hectares et invite à la flânerie rêveuse. Par ce jour ensoleillé, le lieu est une source de fraîcheur et de plaisir pour de nombreux visiteurs. Ceux-ci ne manquent pas de s'étonner de l'existence d'œuvres de maître, dont certains sont signés du grand Pablo Picasso. J'ai entendu parler de ce jardin et je viens pour le découvrir. Et c'est au-delà de mon espérance. Il y a des plantes exotiques, différentes variétés de fleurs et d'arbres, en plus des œuvres d'art. Nous sommes de Stat, nous passons le week-end à Marrakech. Le jardin Anima offre une bouffée d'oxygène aux visiteurs. C'est l'un des plus beaux lieux que j'ai jamais vus. Nous sommes de Rabat et nous visitons ce jardin pour la première fois. C'est un lieu fabuleux avec un joli brassage entre art et nature. mélange entre l'art ou entre la nature. En quelques années seulement, le lieu est devenu un must de la cité ocre et un point de rencontre de cultures et d'artistes d'horizons divers. C'est d'ailleurs le seul jardin marocain à figurer dans le livre « 150 jardins que vous devez visiter avant de mourir » de l'écrivaine américaine de renommée internationale Stéphanie Waldeck. L'écrivaine, elle a mentionné sur son livre que la spécificité, ce qui fait de ce jardin un beau jardin, parmi les plus beaux jardins du monde, c'est que le mélange des plantes et des œuvres d'art, des artistes de renommée, des grands artistes comme Pablo Picasso et Rodin et d'autres, voilà, c'est déjà aussi ce qui reflète la philosophie du propriétaire, le réalisateur André Heller de ce jardin. Sa philosophie, c'est de créer un coin de paradis dont il mêle les plantes, les arbres, les fleurs avec les œuvres d'art. Depuis son premier séjour au Maroc en 1972, l'artiste autrichien André Heller est tombé littéralement amoureux de notre pays, de sa culture et de son peuple. Depuis, il n'a cessé d'y revenir chaque année pour se ressourcer et trouver l'inspiration. C'est donc tout naturel qu'il ait souhaité rendre hommage à son pays d'adoption, d'où ce jardin d'Éden dont il rêvait depuis des années. Et c'est cette parenthèse verte qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous.